Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin pour ce débat exceptionnel autour du dernier ouvrage de Thomas Philippon, Les gagnants de la concurrence, paru en France la semaine dernière aux éditions du Seuil. Je suis Étienne Perrin, membre de Droit et Croissance. Droit et Croissance est un laboratoire de recherche indépendant ayant pour ambition de favoriser la croissance en France par une meilleure efficacité du droit sur un plan économique. Nous sommes ce matin au cœur de l'ambition de Droit et Croissance, favoriser la recherche, communiquer, débattre et faire débattre chercheurs, autorités publiques et praticiens autour de l'analyse économique du droit. Et nous ne pouvions pas rêver meilleur écrin que le cabinet Latham & Watkins qui nous réunit ce matin, qui nous ouvre ses portes et nous permet cette retransmission en direct. Précision importante, en ces temps encore marqués par la pandémie, des précautions renforcées ont été prises afin de pouvoir s'assurer d'écarter tout danger sanitaire. Nous remercions donc chaleureusement les associés du cabinet, particulièrement Jacques-Philippe Guinter, ici présent, ainsi que toutes les équipes du cabinet qui ont rendu possible cette retransmission en direct en lien avec Droit et Croissance. Mais venons-en aux faits, et même avant cela aux personnes, puisqu'il faut un ordre. Commençons par notre hôte, Jacques-Philippe Guinter. Vous êtes avocat à la Cour, associé du cabinet Latham & Watkins, dont vous co-dirigez la pratique antitrust au niveau mondial. Votre expérience de plus de 35 ans en droit de la concurrence couvre tous les pans de ce droit, notamment en contrôle des concentrations, en France et au niveau européen. Vous venez de publier, nous y reviendrons sans doute, un article relatif à la question de l'équilibre entre la recherche d'une concurrence parfaite et le développement de l'industrie européenne. Article publié à la Revue européenne du droit. Bonjour Jacques-Philippe Guinter. Bonjour. À vos côtés, Emmanuel Combe. Emmanuel Combe, vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence depuis 2012, docteur en sciences économiques et agrégé des facultés de droit et sciences économiques. Vous êtes professeur de l'université, actuellement enseignant à Schema Business School. Vous êtes également président de la Société d'économie politique. Enfin, outre vos chroniques régulières dans l'Opinion et les Échos, a été réédité chez Dalloz l'année dernière votre ouvrage remarqué « Économie et politique de la concurrence » dont la version anglaise vient de sortir. Bonjour Emmanuel Combe. Bonjour Étienne, bonjour Jacques, bonjour Thomas. Enfin, c'est son ouvrage qui nous réunit ce matin. Thomas Philippon, vous êtes polytechnicien et avez réalisé votre doctorat en sciences économiques au Massachusetts Institute of Technology et enseignez désormais la finance à l'Université de New York. Vous avez étudié différents sujets en macroéconomie et en finance. Mais dans votre dernier ouvrage, c'est la concurrence qui est au cœur des enjeux, The Great Reversal, désormais disponible en français aux éditions du Seuil, comme je l'ai dit sous le titre « Les gagnants de la concurrence quand la France fait mieux que les États-Unis ». Vous mettez en perspective les politiques de concurrence en Europe et aux États-Unis ces 20 dernières années. Votre constat est le suivant. En l'an 2000, les États-Unis sont le royaume des marchés libres, où la concurrence bénéficiait pleinement aux consommateurs. Les marchés européens étaient alors largement sclérosés à cette époque. Mais en 2022, l'Europe offre les meilleurs biens et services aux consommateurs à des prix imbattables. Les États-Unis sont, eux, étouffés de monopoles. À titre d'exemple, une facture de téléphone et d'Internet est 2 fois moins chère aujourd'hui en France qu'aux États-Unis, alors que l'inverse était vrai 20 ans plus tôt. Que s'est-il donc passé, Thomas Philippon? Comment expliquer ce grand renversement? Merci, bonjour à tous. Je pense que déjà, ce qui m'a frappé, c'est le constat. Parce qu'en partie, je l'ai vécu. Quand j'ai débarqué aux États-Unis, j'étais étudiant. Et ça m'a tout de suite frappé que je pouvais me connecter à Internet rapidement. Ça ne me coûtait pas grand-chose. Même étudiant, je pouvais me permettre d'avoir une connexion Internet. C'était il y a 20 ans. Pareil, quand il fallait avoir un forfait de téléphone mobile, c'était beaucoup moins cher aux États-Unis que ce que je payais avant à Paris ou à Londres. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je fais l'expérience similaire, mais quand je traverse l'Atlantique de l'autre côté. En arrivant ici, je m'aperçois que ces services, qui étaient beaucoup plus chers en France qu'aux États-Unis il y a 20 ans, maintenant sont beaucoup moins chers en France. Et on ne parle pas de changements marginaux, on parle de c'était 50% plus cher et maintenant c'est 2 fois moins cher. Donc ce n'est pas des changements qui sont à la marge, c'est des changements qui sont vraiment massifs, qui ont un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc ça, c'est ce qui m'a motivé en fait au départ, c'est de comprendre comment ça s'était passé. Et on parlera de l'Europe et des États-Unis. Pour les États-Unis, en gros,
on peut dire que pendant 20 ans, les 20 dernières années, il y a eu un certain laxisme au niveau de la politique de la concurrence. Alors, ce n'est pas que le contrôle des concentrations, évidemment, c'est une des parties. C'est aussi dans les régulations. Mais disons, tout l'appareil de régulation américain qui était vraiment tourné vers garantir la concurrence sur tous les marchés, autant que possible, c'est peu à peu détricoté. Et donc, un certain nombre de marchés sont devenus plus concentrés, moins concurrentiels. Donc, c'est dans la téléphonie mobile, c'est dans la fourniture d'accès à Internet, mais c'est aussi dans le transport aérien, c'est aussi dans la grande distribution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, mon estimation, c'est que le ménage médian américain, à la fin du mois, sa facture pour ce qu'il achète, hors service de santé, c'est encore un autre panier de crabes, ça, mais juste pour le hors service de santé, le ménage médian américain paye à peu près $300 de trop chaque mois, dont pratiquement 90 rien qu'en facture de télécom, quoi. Et puis, donc ça c'est une perte de pouvoir d'achat net, directement, c'est un transfert des travailleurs en fait vers les actionnaires de ces entreprises. Et ces $300 se retrouvent pratiquement à 100%, c'est-à-dire $1 pour $1 en dividendes des entreprises qui ont ces marges excédentaires. Donc je pense que ça c'est le constat de base. Alors évidemment, dans le contexte politique actuel, quand j'ai écrit le bouquin, on commençait à en parler. Et maintenant, c'est un peu devenu... tout le monde est d'accord, en gros. Et donc, la politique américaine a commencé à pivoter. Il y a un espoir, pour l'instant, je dirais, d'un certain renouveau de la concurrence, de la politique de concurrence aux États-Unis, avec des nominations assez fortes. Donc, la différence, pour que les gens comprennent, c'est qu'aux États-Unis, il y a deux organes fédéraux qui sont responsables de la concurrence. En France, on n'en a qu'un, c'est l'autorité de la concurrence. Aux États-Unis, il y a la FTC et le département de la justice, avec un petit peu de chevauchement sur leurs prérogatives, ce qui fait que parfois, ce n'est pas très bien coordonné. Mais donc quand on nomme pour la concurrence aux États-Unis, c'est deux personnes. Il y a Lina Khan, qui a été nommée à la FTC, et Jonathan Kanter, qui a été nommé au département de la justice. Et les deux sont assez activistes, donc ils ont envie de faire des choses. Donc a priori, on peut penser qu'il va se passer quelque chose. Il y a aussi un certain nombre de lois qui sont en discussion au Congrès américain. Il y a quand même un focus assez fort sur le digital, mais il y a aussi, en ce moment dans les journaux, on parle surtout de la distribution de la viande, en fait. Parce que les producteurs, donc les fermiers, les agriculteurs, en fait, ont très peu d'acheteurs pour leurs produits. Donc les intermédiaires se font des marges énormes. Donc c'est un des sujets dont on discute. Mais avec quand même un gros focus sur le digital aussi. Donc pour l'instant, on a ces nominations, on a beaucoup de bruit dans les journaux, on a quelques propositions, mais concrètement, il ne s'est encore rien passé. Et donc il y a quand même une chance assez forte pour qu'il ne se passe pas grand-chose si on continue sur la tendance actuelle, sachant que les budgets des régulateurs américains n'ont pas été augmentés depuis 30 ans en gros, et les nouvelles lois n'ont pas non plus augmenté les budgets. Donc pour l'instant, on est un peu dans le symbolique et dans le bruit. À voir s'il va se passer quelque chose plus tard. Intéressant. Sur ce constat, Jacques, que pensez-vous de ce constat dressé par Thomas ? C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'il y a quand même une corrélation entre le niveau de concurrence sur un marché et, in fine, évidemment, le prix payé par le consommateur, mais aussi, et on oublie cette variable, la capacité des acteurs à continuer à se battre et à investir. Et quand on regarde effectivement le poids, je prends un secteur parmi ceux-là, le secteur des télécoms, quand on regarde le poids l'influence, le degré d'innovation des télécoms dans les années 2000 en Europe, on était très largement au-dessus des États-Unis. Très largement, sur toute une série de sujets. Et évidemment, à cette époque-là, les prix étaient probablement plus élevés en Europe par rapport aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a observé ? En fait, on a observé au cours des années 2000 une prédominance du droit de la régulation aux États-Unis sur le droit de la concurrence, puisque c'est sous votre contrôle, mais ces deux branches du droit s'appliquent de façon distincte aux États-Unis. Et donc, on a des organes de régulation très forts qui ont quasiment, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont quasiment
exemptés, ce n'est pas le terme juridique, mais en tous les cas qui ont été un peu plus conciliants avec un certain nombre d'industries comme les transports, la finance, les industries de réseau, qui ont bénéficié d'une régulation plutôt favorable. Il y a d'ailleurs un papier intéressant du Trésor là-dessus qui a fait cette analyse. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que la grande difficulté du secteur des télécoms en Europe, c'est justement un excès d'acteurs sur le marché. Donc c'est vrai qu'on a des prix plutôt intéressants et même très intéressants et extrêmement intéressants sur les différents marchés nationaux. Mais en contrepartie, que s'est-il passé ? Il y a eu des décisions absolument rigoureuses du côté de la Commission dans les opérations de concentration en matière de télécom. Il y a des chiffres magiques, il ne faut pas être 3, il faut être 4, il faut être 5, et quand on est 4 et qu'on rachète le 4, il faut recréer un 4e, c'est ce qui s'est passé en Italie il y a quelque temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même à la fin une addition à payer. Alors qui la paye ? Est-ce que c'est le consommateur qui la paye ? Ou est-ce que ce sont les acteurs qui la payent ? Parce que financer l'innovation, c'est difficilement compatible avec une concurrence absolument folle sur les prix. Et encore une fois, je dis cela en étant tout à fait conscient qu'on est tous à la fois clients, consommateurs et potentiellement salariés ou fondateurs ou actionnaires de ces entreprises-là. Donc il y a quand même un triangle qui est assez intéressant ici. Intéressant. Emmanuel, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'intransigeance des autorités de concurrence bénéficie aux consommateurs et peut-être éventuellement au détriment des entreprises sur le marché ? Alors pour parler très franchement, je ne partage pas l'idée d'une opposition frontale entre intérêts des consommateurs et des producteurs. Pour parler vite, d'abord, les consommateurs, ce sont en réalité des utilisateurs. Quand la politique de concurrence lutte contre des pratiques d'abus, qui sont les premières victimes des abus ? Ce n'est pas vous, moi, ce sont d'abord des petites entreprises en forte croissance. Donc en réalité, ce n'est pas le consommateur qui est le bénéficiaire de la lutte contre ces abus, ce sont bien des petites entreprises. Quand on lutte contre le cartel des airbags, puisqu'il y a une décision il y a 2 ans, je crois, de la Commission européenne, quelle est la première victime du cartel des airbags ? Ce sont bien nos constructeurs européens. Donc attention déjà, premièrement, à cette opposition entre le droit de la concurrence qui serait du côté des consommateurs. Non, il est du côté des utilisateurs. Or, les utilisateurs sont souvent des entreprises. Donc je ne crois pas déjà à cette opposition, à mon sens, peut-être trop binaire. Secondement, je ne crois pas non plus à l'opposition entre concurrence et innovation. Je pense qu'en réalité, mais on y reviendra tout à l'heure, je ne veux pas être trop long, je pense qu'en réalité en Europe, nous avons plutôt réussi. Notre politique de la concurrence, elle est toujours perfectible, notamment sur les délais. Elle est toujours perfectible. Mais nous devons nous réjouir d'avoir une politique de la concurrence qui a réussi au nom de la concurrence, c'est son objectif. Et si en effet nous avons un déficit d'innovation, et là je rejoins Jacques Philippe, ça n'est pas le problème de la concurrence. C'est en réalité le fait que nous n'avons pas de politique de R&D, nous n'avons pas de politique industrielle. Je vais le dire autrement. Ce dont souffre l'Europe, ça n'est pas d'un excès de politique de concurrence, c'est d'une insuffisance de politique industrielle, de grands programmes de R&D. En d'autres termes, on fait porter à la concurrence le poids en réalité de notre manque d'investissement collectif en R&D, en éducation, en enseignement supérieur. Et comme je l'ai toujours dit, en réalité, ce dont a besoin l'Europe aujourd'hui, c'est de plus de politique industrielle. Mais plus de politique industrielle, ça ne veut pas dire moins de politique de concurrence. Et ce qui me fait très peur dans ce débat en Europe, c'est qu'on n'a pas forcément conscience, pour rebondir sur le livre de Thomas, dont je partage les conclusions, c'est qu'on n'a pas toujours conscience en réalité que, pour une fois, si j'ose dire, on a plutôt bien réussi par rapport aux Américains en ne désarmant pas notre politique de la concurrence. Et je pense que cette rupture, ce changement a eu lieu au début des années 2000, notamment avec l'arrivée de Mario Monti, qui a clairement dit le droit de la concurrence est un instrument nécessaire. On a vu les sanctions d'ailleurs très fortement augmenter en Europe. Donc je pense qu'il faut plutôt se réjouir de cette politique de concurrence. On va y revenir, elle est perfectible. Il faut sans doute la compléter non seulement avec une politique industrielle, mais aussi avec le Digital Market Act, avec d'autres instruments. Mais l'idée qui consiste à dire c'est parce qu'il y a trop de concurrence en Europe que nous n'avons pas assez d'innovation. Je pense qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. On peut en fait avoir les deux. Et j'y reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, la concurrence est un bon moyen, me semble-t-il, de stimuler l'innovation quand un pays est arrivé à la frontière. Or, c'est le cas de la plupart des pays d'Europe. Je vous rappelle toutes les thèses à la Haguillon, qui montrent bien qu'en réalité, la concurrence est plutôt un aiguillon lorsque vous êtes arrivé à la frontière de la technologie. C'est plutôt quelque chose qui va vous décourager d'innover lorsque vous êtes en retard. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, mais juste pour être clair, ça se mesure aussi. On n'est pas en train de. En théorie, le point théorique est clair. C'est-à-dire que si vous êtes dans un marché où il y a des coûts fixes, où il faut avoir des dépenses fixes de recherche ou
de développement de nouvelles technologies, la concurrence pure et parfaite où les taux de profit vont vers zéro n'est pas tenable. Donc en théorie, il y a un espèce de point optimum où on a juste assez de concurrence pour que les consommateurs soient contents, mais suffisamment de profit pour financer l'investissement. Donc ça, c'est la théorie. Ça fait longtemps qu'on le sait, ça. La question, elle est empirique. C'est-à-dire, de facto, qu'est-ce qui s'est passé? Donc sur les télécoms, par exemple, l'ensemble des profits qui sont partis des consommateurs, il n'y a pas un dollar qui a été pour le financement de l'investissement. Parce que le taux d'investissement, il a plutôt baissé sur les télécoms aux États-Unis. C'est entièrement dans les dividendes. Et si vous regardez le taux d'investissement aujourd'hui, télécom, Europe versus États-Unis, il est quasiment identique. Et alors pour le coup, même sur la technologie, je ne pense pas qu'on soit en tort sur eux pour la 5G. Hein. Donc, par contre, c'est vrai que ça ne s'applique pas forcément à tous les secteurs. Et il ne faut pas non plus mélanger toutes les politiques de la concurrence. Alors, sur l'énergie, c'est clair que c'est un truc très différent. Donc l'idée n'est pas de dire que la concurrence est une solution à tous les problèmes. Mais la plupart du temps, ça marche mieux. À la fois, on a des prix plus bas et plus d'innovation. Et dans le doute, on peut aussi mesurer ce qui se passe dans les données. Donc, intéressant. Emmanuel, comme vous un voulez point très important dans le livre, on le connaît, mais vous l'avez mesuré, Thomas, et c'est ça qui est intéressant. On ne dit pas, les spécialistes de la concurrence ne vous disent pas que la concentration est par elle-même mauvaise. On peut avoir un marché extrêmement concentré et concurrentiel. Typiquement, un acteur qui est soumis à de la pression concurrentielle des importations, par exemple chinoises, qui va être obligé de se restructurer, de se concentrer. Je crois que c'est le cas de Walmart que vous prenez dans l'ouvrage. On va avoir quoi? Une part de marché de l'acteur alimentaire, de la distribution alimentaire qui va augmenter. Et pour autant, on va avoir même des marges qui diminuent. Donc attention non plus à ne pas opposer marché concentré et concurrence. Et puis après tout, on le sait, c'est le b.a.-ba en économie. Hein. Celui qui a innové va avoir une rente d'innovation. Il peut même se retrouver en monopole, on ne va quand même pas lui reprocher d'être... il faut bien distinguer ce que j'appellerais la bonne concentration, qui est le résultat en fait de la supériorité intrinsèque de certaines entreprises, ou le résultat d'une pression concurrentielle externe, et puis une concentration qui en réalité résulte de barrières à l'entrée qui sont relativement artificielles, voire de pratiques anti-concurrentielles. Alors vous évoquez la concentration sur le marché. On a vu ces dernières années un mouvement en Europe, pas seulement en France, mais plus large en Europe, poussant à changer de politique vis-à-vis du contrôle des concentrations. Alors on se souvient de l'affaire Alstom-Siemens. Tout ça afin de réaliser des ambitions de politique industrielle en permettant et favorisant l'émergence de champions européens. Alors, je vais poser la question à Thomas Philippon, mais aussi à Jacques, qui a les dossiers de concentration et qui travaille dessus toute la journée. Comment voyez-vous ce mouvement et ne risque-t-on pas de finir finalement comme les Américains avec des entreprises trop puissantes si nous suivons ce chemin? Donc la notion de champion national, elle est vieille comme le monde. Elle est utilisée la plupart du temps par des lobbies qui veulent avoir une excuse pour se concentrer. Et c'est aussi vrai en Europe et aux États-Unis. Donc la question après, c'est est-ce que c'est parfois une bonne idée? Quelle est la bonne grille d'analyse? Donc Alstom-Siemens, c'est un exemple parfait. En lisant les journaux français, votre impression c'était que Alstom-Siemens, c'était France-Allemagne contre la Commission. Mais c'est complètement faux. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul autre pays européen qui avait envie de voir la fusion Alstom-Siemens, parce qu'ils savaient tous qu'ils allaient payer trop cher. Il y avait quelques Français qui étaient pour. Les Allemands, à mon avis, faisaient un peu semblant de dire oui. Mais tous les autres pays européens avaient bien compris que pour eux, ils étaient perdants. Donc la Commission, elle est là aussi pour garantir l'intérêt de tous les pays. Donc forcément, si vous avez deux pays qui ont deux champions qui veulent faire une fusion et augmenter leurs profits comme ça, ils comprennent bien. Mais tous les autres pays européens ont bien compris que pour eux, c'était perdant. Donc ça, c'est l'exemple typique de c'était vraiment une mauvaise idée. Je suis ravi que la Commission ait dit non. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tous les domaines. Et on en parlera peut-être juste après. Mais je pense que le point très important quand on parle de champions nationaux, c'est que souvent, les gens mélangent deux politiques qui sont différentes. Il y a la politique commerciale et la politique de concurrence au sein du marché unique européen. Si vous êtes dans un monde où les Chinois et les Américains créent des distorsions de concurrence en donnant des subventions énormes à leurs industries, vous, en tant qu'Union européenne, vous n'avez pas envie d'être naïf et d'avoir une politique commerciale inerte. Ça, il n'y a aucun doute que c'est vrai. Donc, je suis pour qu'on ait une politique commerciale au niveau de l'Europe qui est plutôt agressive et plutôt proactive. Mais en gros, ça n'a pas grand-chose à voir avec maintenir la concurrence sur le marché intérieur. Et si vous voulez la bonne métaphore, c'est, parlons de football, si la notion du champion national c'était la meilleure, le PSG aurait gagné plus de Coupes d'Europe que le Real Madrid. Et il me semble que c'est l'inverse. Et pourtant, si vous regardez les données, Real-Barça, ils se tirent la bourre toute l'année, ils s'épuisent à se battre l'un pour l'autre pour le champion national. Donc si la théorie du champion national était vraie, du coup, ils n'auraient plus d'énergie pour aller gagner les Coupes d'Europe. Et c'est l'inverse. C'est comme les sélections olympiques.
Mais sur l'action olympique, les gens, ils doivent aller à fond au niveau national avant qu'on les envoie à l'étranger. Et c'est en gros 9 fois sur 10 ce qui se passe en économie. C'est-à-dire que la meilleure manière de préparer un champion à l'export, c'est d'abord de l'affûter sur un marché domestique concurrentiel. Et toutes les entreprises américaines qui maintenant sont trop dominantes, pour le coup, dans le digital en particulier, mais dans certaines autres industries, elles ont d'abord fait leurs preuves dans un marché assez concurrentiel à la maison. C'est juste qu'une fois qu'elles ont fait leurs preuves, le paradoxe, c'est qu'une fois que le champion a fait ses preuves sur le marché national, il n'a plus du tout envie que la concurrence, cette même concurrence qui lui a permis d'émerger, il a envie de la tuer a posteriori parce qu'elle ne lui présente plus d'avantages. C'est ça la dynamique dangereuse. Intéressant. Jacques-Philippe Guinter, sur ce lien entre politique industrielle, contrôle des concentrations. Je pense qu'il faut, regarder ce qui se passe à un niveau peut-être plus large que le niveau national ou le niveau européen, c'est le niveau mondial. Et moi, je suis frappé par une forme de naïveté de la politique de concurrence en Europe qui n'a pas intégré du tout ces dernières années, depuis l'origine du contrôle des concentrations en 1990, de dimension de politique industrielle. Je me souviens même qu'au moment de la révision du règlement concentration, du premier règlement concentration, des critères de performance industrielle ou d'éléments pouvant se rattacher à la politique industrielle avaient été évoqués pour éventuellement justifier ou faire accepter davantage une opération de concentration. Cela avait été écarté. Et donc on a assisté, depuis les années 90, à un énorme gap entre ce qui s'est pratiqué aux États-Unis, avec, oui, je pense, une forme de laxisme de la part des autorités américaines sur un certain nombre d'opérations, et on voit bien le mouvement de balancier totalement inverse depuis que Mme Kahn est arrivée à la FTC. Et ça a participé à la constitution d'énormes groupes extrêmement puissants. Et évidemment, le paroxysme de cette politique industrielle, c'est la Chine, puisque les entreprises sont non seulement aidées dans tous les sens, mais de surcroît, certains secteurs sont exonérés de contrôle des concentrations. Quand on regarde le pourcentage d'opérations de concentration comportant des acteurs locaux chinois, c'est 17%, je crois. En Europe, on est évidemment dans des proportions complètement différentes. Je crois que c'est 50% des opérations qui concernent des acteurs européens. Et par conséquent, on a assisté ces dernières années à un système relativement inégalitaire dans l'application de la politique de concurrence et de la politique en matière d'aide d'État. Donc ça, je pense qu'il faut quand même qu'on remonte d'un cran quand on regarde cette question des champions européens ou des champions nationaux. Deuxième chose, c'est que on a aussi une spécificité en Europe dans la façon dont on applique le contrôle des concentrations. Et notamment dont on applique les remèdes en matière de contrôle des concentrations. Je vous donne juste un chiffre qui est assez intéressant. Dans la politique de concentration en Europe, il y a à peu près 20% des décisions qui donnent lieu à des remèdes, que ce soit en phase 1 ou en phase 1 depuis 1990. Alors évidemment, quand on regarde les chiffres donnés par la Commission dans les articles ou conférences, on dit oui, mais c'est moins de 1% d'opérations interdites. Oui, c'est vrai, mais l'opération interdite, c'est la catastrophe industrielle. Et donc, il faut regarder ce qui se passe à côté des opérations interdites, c'est-à-dire des opérations dans lesquelles des remèdes structurels, c'est-à-dire des désinvestissements, ont été fortement recommandés, parce que la Commission n'impose pas des remèdes, dans tous les cas acceptés par les parties. Dans cette famille-là des opérations avec des investissements, 50% des actifs revendus ont été revendus à des acteurs non européens. C'est intéressant. Donc on a on a vendu, on a donné un accès au marché européen pour 50% des actifs qui ont été vendus à l'occasion de ces opérations. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme de rigueur devant la Commission européenne qui n'est pas du tout appliquée dans les autres systèmes de droit et de contrôle des concentrations. Et c'est l'anti-politique industrielle qui a été utilisée jusqu'à maintenant. Et je vais faire un troisième point qui est une autre spécificité. C'est la façon dont on applique ces remèdes, quasiment exclusivement sous l'angle des remèdes structurels. C'est-à-dire que
pour faire passer une opération de concentration, on est obligé de regarder ce qui se passe sur les différents marchés. Le remède le plus communément accepté par la Commission, c'est le désinvestissement des actifs, des sociétés déjà constituées, etc. Mais par essence, une fois qu'on a revendu ces actifs, qu'on a revendu ces marques, etc., c'est irréversible. La Commission est assez réfractaire à l'idée de remèdes comportementaux. Je m'engage à faire ceci, à faire cela, etc. Et quand on regarde ce que la politique de concurrence en France a donné, l'autorité de la concurrence a été beaucoup plus pragmatique. Et vous trouverez dans les décisions françaises des modèles de remèdes que la Commission ne regarderait pas du tout. Parfois en combinant structurel et comportemental. Il y a quelques décisions qui sont très intéressantes. Donc il y a eu plus d'imagination du côté français et je crois que c'est le sens dans lequel on devrait clairement aller. Parce que ce dogme du remède structurel a des effets totalement délétères à terme. La Commission peut se tromper. Le contrôle des concentrations, Emmanuel le dira, c'est la boule de cristal. Il faut regarder que va-t-il se passer dans 3 ans, dans 5 ans. À un moment où on définit des marchés, ces marchés sont en évolution, ces marchés pourraient changer, pourraient évoluer. On voit l'impact du numérique dans un certain nombre de domaines. Et par conséquent, cette façon de voir les choses dans la boule de cristal, d'ordonner des remèdes avec un potentiel d'erreur, peut être extrêmement dommageable pour la politique industrielle et pour les acteurs en Europe. Intéressant. Toujours en contrôle des concentrations, avant de parler de politique commerciale, un sujet est devenu particulièrement sensible, celui dit des acquisitions tueuses. Alors Thomas Philippon, vous soulignez dans votre ouvrage la difficulté pour le régulateur de se prononcer sur les effets futurs d'opérations, et Jacques vient de le souligner également. Dans le même temps, la Commission européenne a substantiellement changé sa politique au regard de l'article 22 du règlement concentration et peut désormais potentiellement contrôler n'importe quelle opération. Alors, quel bénéfice y voyez-vous pour la concurrence ? Quel risque pour la sécurité juridique ? Emmanuel, je crois que vous aviez une réaction notamment sur le terme d'acquisition tueuse. Mais si vous m'autorisez, Étienne, je veux bien compléter et réagir par rapport à ce qu'a dit Jacques Philippe, qui était extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'une politique industrielle ? C'est 2 choses. C'est créer des nouveaux géants. Où sont les Google, les Amazon, les Tesla en France ? Or, la consolidation, souvent les fusions-acquisitions, ce sont des géants existants qui se marient, Alstom, Siemens. Donc vous voyez déjà, pour moi, la politique industrielle est là pour favoriser l'émergence de ceux qui n'existent pas. Et je ne vois pas en quoi la politique de concurrence, pour le coup, est un obstacle à l'émergence de ces nouveaux géants. Alors, vous allez dire, alors quelle est la cause ? Pourquoi n'avons-nous pas en Europe d'Amazon et de Google ? Je pense qu'à nouveau, que les causes sont à chercher en dehors de la politique de concurrence. J'irai même plus loin. La politique de concurrence, très modestement, peut même contribuer à l'émergence des nouveaux géants lorsqu'elle lutte contre les abus. C'est bien, comme je le disais tout à l'heure, pour permettre à ces jeunes pépites de progresser. Mais en réalité, le problème de l'Europe, et je reviens là-dessus parce que c'est fondamental, si nous n'avons pas de nouveaux géants, ce n'est pas la faute de la politique de la concurrence, c'est parce que nous ne faisons pas assez de R&D, nous n'avons pas de marché des biens et services unifiés. Lorsqu'un Américain lance un produit, il le lance sur 335 millions de consommateurs. On voit bien en France, nos fameuses licornes, elles commencent par adresser le marché français, puis une fois qu'elles ont adressé le marché français, elles vont se projeter dans un 2e, un 3e pays. Nous n'avons pas de grands marchés intégrés. Nous n'avons pas de marché de capitaux intégrés. Donc attention à ne pas faire porter à la politique de la concurrence le poids de nos insuffisances dans d'autres secteurs. Voilà, je ferme la parenthèse, parce que je crois vraiment qu'en économie, quand on a 2 sujets, il faut 2 instruments. Vous savez, c'est la grande règle, un objectif, un instrument. La politique de la concurrence, elle est là pour garantir une concurrence sur le marché qui est plutôt en général bénéfique, non seulement pour les consommateurs, mais même pour l'innovation. Mais nous avons besoin de ce 2e pilier de la politique industrielle, mais qui n'est pas du même registre. Pardon, la politique industrielle, c'est une histoire de milliards. Disons les choses très clairement. L'Europe n'investit pas assez en R&D. Regardez les statistiques. Nous investissons à peu près 2% de notre PIB en R&D. Aux États-Unis, de mémoire, j'espère ne pas dire trop de bêtises, on doit être autour de 3,3. Je ne parle même pas de la Corée. Donc arrêtons de faire supporter finalement la politique de la concurrence nos insuffisances, c'est-à-dire nos choix politiques. C'est bien un choix politique qu'a fait l'Europe de ne pas miser assez sur la politique industrielle. Et là, en ce sens, je rejoins Jacques Philippe, mais pas par la même voie. Pour moi, l'Europe souffre d'un déficit de politique industrielle. Et elle souffre également d'un déficit de politique commerciale. Oui, l'Europe doit se protéger contre la concurrence déloyale. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais on peut avoir les 3. On peut avoir une politique de concurrence intérieure sans être naïf, sans être les idiots du village mondial, ce que nous ne sommes pas. Nous pouvons avoir une politique industrielle ambitieuse, comme l'ont les Américains, et nous pouvons avoir une politique commerciale de défense extrêmement...
voilà, n'opposons pas les politiques l'une par rapport aux autres. Alors pour revenir sur votre question des killer acquisition, je voudrais simplement dire un mot un petit peu de principe, parce que vous savez, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Killer acquisition, en réalité, qu'est-ce que ça signifie au sens strict? C'est l'idée que je vais racheter une pépite en devenir, parce qu'elle est susceptible demain, en réalité, de concurrencer mon propre produit. Je la rachète, pardon, pour la faire taire. Et vous avez une étude intéressante que tout le monde a lue, celle de Cunningham 2018, qui montre que dans la pharmacie, il n'est pas exclu, je crois que c'est 6% des cas, il n'est pas exclu que l'on puisse avoir ces fameuses killer acquisition. En clair, je rachète une start-up de biotech et la fameuse molécule sur laquelle elle est en train de travailler, eh bien, ne voit pas le jour. Donc c'est une notion très stricte. Or, j'ai le sentiment aujourd'hui, peut-être que je me trompe, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on donne à cette acception, à ce terme de killer acquisition, une acception très large, voire trop large. Si vous regardez dans le numérique, il y a une étude extrêmement intéressante de 3 économistes, je crois, de l'université de Liège, notamment Axel Gauthier. Ils étudient 175 acquisitions dans le numérique. Et ils regardent, est-ce qu'il est possible de détecter, prima facie, un risque de killer acquisition au sens où je viens de le définir. En clair, un géant du numérique rachète une pépite et fait disparaître le produit. Ils arrivent à un constat, on serait sur l'ordre de 1 cas sur 175. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement prudence. En réalité, quand aujourd'hui on parle de killer acquisition, notamment dans le DMA, on parle d'autre chose. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, je dis que c'est d'autre chose. C'est en fait, vous allez racheter un petit concurrent pour l'intégrer à votre écosystème, pour en fait que votre écosystème devienne encore plus complet, plus important. Or, vous voyez bien que ça change complètement l'analyse. Parce que pour un économiste, ajouter une activité à l'existant, ça s'appelle un gain d'efficience. Donc il faut mettre en balance le gain d'efficacité, d'avoir un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité, avec en effet le fait que votre écosystème va grandir. Et cela va poser de nouvelles questions, notamment des problèmes d'équité lorsque les utilisateurs sont au sein de cet écosystème. C'est l'un des objectifs. On y reviendra du DMA. Mais vous voyez, attention à ne pas utiliser les termes pour ceux qui ne le sont pas. Moi, je pense qu'il faut mieux parler d'acquisition consolidante. Et un des enjeux, et là c'est tout à fait vrai, dans le numérique, c'est que nous voyons des géants, les GAFAM, pour ne pas les nommer, qui vont racheter de nombreuses startups et ils vont intégrer très rapidement à leur écosystème pour le faire croître. Mais ça ne pose pas tout à fait les mêmes questions. Notamment du point de vue juridique, ça pose quelle question? Ça pose la question de ce qu'on appelle les effets de forclusion. Est-ce que je rachète une pépite pour l'intégrer à mon écosystème et ensuite ne pas donner accès à mes concurrents? Je crois que c'est le cas Jiffy en Angleterre. Ça peut être aussi un effet congloméral. Je vais utiliser le fait que je possède en réalité des activités extrêmement complémentaires pour altérer la concurrence et notamment pour handicaper mes concurrents. Mais vous voyez, on est dans un univers qui, à mon sens, est très différent de ce qu'on appelle au sens strict la killer acquisition. Donc attention, restons quand même très prudents avant de conclure à cette idée que tout rachat d'entreprise a pour vocation, je dirais, de faire disparaître celui qui est déjà sur le marché. Et pour aller sur le DMA, puisque vous le savez, il y a une proposition en effet selon laquelle les GAFAM devront informer la commission de tout leur rachat. Par principe, je ne suis pas opposé, je trouve que c'est plutôt même une bonne chose. Attention ensuite à la sécurité juridique de ce genre de démarche, parce que qu'est-ce qui va se passer? La commission va ensuite informer les autorités nationales, qui sans doute saisiront la commission au titre de l'article 22. Et là, il me semble qu'il faut appliquer le règlement, enfin on n'a pas le choix, le règlement 139-2004, c'est-à-dire qu'il faut rester dans le standard, qui est le standard usuel, quelle est la théorie du dommage. Il n'y en a pas 50 des théories du dommage. Est-ce que c'est un effet congloméral? Est-ce que c'est un effet vertical? Est-ce que c'est un effet horizontal? Donc, je dirais sur le principe, je n'y suis pas opposé, à condition de rester, je dirais, avec la grille de lecture telle qu'elle existe, c'est-à-dire celle du règlement 139-2004, et ne pas faire, si j'ose dire, une jurisprudence spécifique pour le numérique. D'ailleurs, les killer acquisition, il n'y a pas de raison de penser qu'elles n'ont lieu que dans le numérique. On peut avoir des acquisitions tueuses dans plein d'autres secteurs. Pensez à un secteur où qui n'est pas du tout numérique, qui a une dimension régionale, locale. Vous rachetez un petit concurrent local, il passe sous les seuils, et en réalité, il n'y a plus de concurrent. On peut considérer également que cela relève d'un principe de notification. Or, pourtant, ça n'est pas du tout dans les radars. Donc, je dirais, je ne suis pas opposé au principe, je trouve que c'est même plutôt une bonne chose, mais attention à ne pas stigmatiser le numérique, d'abord, en estimant que, par principe, tous ces rachats de petites entreprises visent à les faire disparaître. Je crois que ce n'est pas ce qu'on observe. Et secondement, on pourrait même dire, si on était maximaliste,
que le texte ne va pas assez loin, puisqu'il vise que le numérique. Les killer acquisitions ne sont pas une spécificité, si elles existent, du numérique. Elles se retrouvent potentiellement dans tous les secteurs. Jacques Williamson. Juste une précision en termes de terminologie. Il y a un papier de la Commission qui définit les orientations sur l'article 22 du 31 mars 2021, qui donne une définition des killer acquisitions. Donc ce sont les opérations pour lesquelles le chiffre d'affaires d'au moins l'une des entreprises concernées, je cite, ne reflète pas le potentiel concurrentiel réel ou futur. Et le papier donne l'exemple du nouvel arrivant qui dispose d'un potentiel concurrentiel substantiel et auquel il reste encore à développer ou à mettre en œuvre un modèle d'entreprise générateur de recettes importantes. Donc en gros, je partage l'avis d'Emmanuel, tous les secteurs peuvent rentrer dans ce cas de figure. Mais cet article 22 procède quand même d'un détournement caractérisé du contrôle des concentrations, puisque l'article 22 à l'origine a été fait, on appelait ça la clause hollandaise, ça a été fait pour les Pays-Bas qui à l'époque ne disposaient pas en 1990 d'outils de contrôle des concentrations nationales, et donc la Commission avait intégré cet article 22. Pendant des années, des discours, des conférences, l'ensemble des régulateurs ont toujours dit que, évidemment, l'article 22 ne s'appliquait pas aux opérations qui étaient sous les seuils de concentration nationaux. Récemment, la France avait fait entendre une voix dissonante en disant « nous, on se réserve la possibilité d'appliquer éventuellement ce texte ». Madame de Silva, d'ailleurs, l'avait dit lors d'une conférence. La commissaire, Madame Vestager, avait dit, il y a quelques mois, avant le début de l'affaire Illumina-Grail, que la lecture de l'article 22 était amenée à changer et que désormais la Commission pouvait appliquer. Et donc on a modifié la règle par la voie d'un discours, ce qui est quand même assez intéressant, sauf que dans Illumina-Grail, ce discours est intervenu, l'effet du discours était à 6 mois à partir du discours, je ne vais pas rentrer dans les détails, et la Commission a appliqué l'article 22 plusieurs mois avant même la date d'effet qui était donnée par la commissaire. D'où l'imbroglio juridique de cette affaire Illumina-Grail, qui est une catastrophe, puisque l'opération a été consommée, l'opération a été connue de la Commission, elle a été connue de la Commission de la CMA, et les recours qui ont été engagés, notamment en France, contre la décision de renvoi devant le Conseil d'État, le Conseil d'État a refusé d'examiner cette affaire en considérant qu'il n'était pas compétent pour examiner la demande de renvoi. Et donc tout ça maintenant est centralisé au niveau de la Cour de justice. Mais vous imaginez, pour les opérateurs industriels, c'est absolument catastrophique. Donc il y a deux sujets dans l'article 22. Il y a le fond, faut-il contrôler les opérations sous les seuils? On peut se demander pourquoi. Il y a des seuils qui sont là. Est-ce qu'il faut modifier les seuils? Pourquoi pas? Discutons-en, regardons quelle est la façon. Mais avoir un outil désormais qui permet à toutes les opérations sous les seuils d'atterrir d'une façon ou d'une autre sur le bureau de la Commission, et avec une possibilité de faire examiner ces affaires 6 mois après qu'elles aient été connues de la part des autorités de concurrence, ça crée évidemment une insécurité juridique qui est très difficile pour les entreprises. Évidemment, du point de vue des avocats, la sécurité juridique est absolument essentielle dans ce genre d'opération. Donc comment prévoir le fait que dans 6 mois, post-closing, le cas échéant, une opération pourrait être démontée par une autorité de concurrence? C'est difficile à accepter. Thomas Philippon, vous vouliez réagir sur ce oui, sujet? Alors, parce que je pense que c'est un sujet fondamental. Déjà, juste pour donner un peu de contexte, il y a à peu près 10 jours maintenant, les deux nouveaux nominés dont j'ai parlé, Lina Khan et Jonathan Kanter, ont fait une conférence de presse pour expliquer quelles étaient leurs perspectives sur la révision justement des règles de revue des concentrations aux États-Unis, ce qu'ils appellent les Merger Guidelines. Et donc, un des thèmes, c'était, il y avait des thèmes nouveaux dont on parlait après, mais un des thèmes qui touche directement ce dont on discute, c'était justement cette histoire des seuils et de revue des acquisitions. Et effectivement, dans ce qu'ils avaient en tête, on voit bien que ça correspond beaucoup plus à la définition qu'Emmanuel donnait qu'à la définition stricto sensu de killer acquisition. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'en fait, ils sont aperçus de deux choses. Premièrement, il y a énormément d'acquisitions qui passent sous les seuils et qui ne sont pas notifiées. Et on s'en aperçoit après. Beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Donc du coup, se poser la question, peut-être que nos seuils ne sont pas au bon niveau. Et le deuxième point, c'est que le problème systémique,
c'est que si vous regardez seulement regardez les acquisitions une par une, ça peut vous donner le mauvais diagnostic, au sens où chacune d'entre elles, elle est petite, et donc vous dites, bon, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le problème de base, c'est pas ça. Le problème de base, c'est que vous avez un géant qui fait 250 acquisitions par an pour consolider sa position dominante. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on s'occupe, même conceptuellement, on pense à ça. Ce n'est pas un problème de killer acquisition au sens où on ne pense pas qu'il va acheter la pépite et la détruire. Ce n'est pas non plus un problème de taille nécessairement, parce que chaque acquisition prise individuellement peut être relativement petite. Mais vous en faites 250 par an et vous consolidez votre position dominante. Et après, il y a les problèmes de forclusion, enfin tous les trucs dont Emmanuel a parlé jusqu'à présent. Donc, et c'est ça le sujet dont il parle aujourd'hui aux États-Unis. Donc ça, il faut avoir ça en tête, c'est le contexte. Donc le changement de paradigme, c'est pas tellement un grand changement théorique, c'est juste de se dire, est-ce qu'il y a des cas où regarder la transaction individuelle suffit à prendre une bonne décision ou pas? Ou est-ce qu'il faut regarder l'ensemble des transactions sur l'année, etc. Et je suis d'accord complètement sur le vrai coût, enfin le vrai danger, c'est l'incertitude juridique. Mais ça, c'est pour le coup, ça fait longtemps qu'on en parle. Il n'y a pas de bonne solution en fait. Je pense qu'on a essayé de changer les seuils, on a essayé de changer les définitions, et à chaque fois, il y a un problème d'incertitude. Finalement, vous allez plutôt dans le sens du DMA qui, comme l'a rappelé Emmanuel, obligerait prochainement les GAFA à notifier tous leurs projets d'acquisition à la Commission, finalement, qui permettrait à la Commission d'avoir une vue générale sur les 250 acquisitions par an que chacun de ces acteurs. C'est pas forcément notifier, c'est déclarer, déclarer. Voilà. Les opérations qui sont sous les seuils. Exactement. Oui, ça, je suis pour. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et je pense qu'effectivement, un monde où vous déclarez, vous notifiez, et 6 mois après, on vient vous dire, finalement, on a réfléchi, ça ne va pas. Ça, c'est juste pas possible. Vous savez, c'était pardon de vous couper, mais c'était le système existant dans les pays de l'Est, donc à l'époque en Russie, je crois en Ukraine et en Bulgarie. Je me souviens de ces 3 pays parce que j'avais travaillé pour la Commission européenne à l'harmonisation des réglementations nationales avant intégration ou accord d'association. Et ils avaient ce qui s'appelle un registre des positions dominantes. Donc lorsque vous étiez en position dominante ou vous alliez atteindre une position dominante, il fallait aller s'auto-déclarer, s'auto-dénoncer sur un registre de position dominante. Et à partir du moment où vous étiez sur le registre, vous étiez sous le contrôle de l'autorité qui était évidemment pilotée par des anciens apparatchiks. Donc tout ça est assez intéressant, puisqu'on en revient à un système de liste. Donc on vous met sous observation sur un concept, on va en reparler dans une seconde, mais sur la base d'une approche juridique tout à fait nouvelle en matière de concurrence, puisque vous n'êtes pas dominant, vous n'êtes pas auteur d'un cartel, vous n'êtes pas dans une des thématiques condamnables au sens du droit de la concurrence, mais on vous met quand même sous cloche, sous observation du côté des autorités de concurrence. Pour rebondir sur ce que disait Jacques Philippe, il est évident que dès lors que vous devrez notifier, après le renvoi, l'article 22 vous imposera de notifier, il faudra appliquer les règles usuelles du droit des concentrations, c'est-à-dire les effets sont assez cadrés. Et là, je rejoins Jacques Philippe, ça va être compliqué. Comment pouvez-vous démontrer alors, le droit des concentrations, c'est toujours un droit prospectif, par définition. C'est un droit dans lequel on envisage un scénario, qu'est-ce qui va se passer demain. Ce n'est pas la même chose d'avoir un scénario sur 2 géants établis qui ont des marchés, je ne sais pas, Siemens, Alstom, même s'ils font aussi beaucoup de recherche-développement, il faut la prendre en compte dans l'analyse, avec un autre cas dans lequel un géant rachète une start-up qui fait 100% de R&D, et il faut dans un temps limité mener une analyse concurrentielle. Donc je trouve qu'en même temps, le règlement 139-2004 étant relativement cadré, il faudra passer sous les fourches codines de ce qu'on connaît tous, effet congloméral, vertical, horizontal. Et donc on peut s'attendre à ce qu'en réalité, il ne se passe peut-être pas à la fin grand-chose, parce que vous ne pouvez pas interdire ou autoriser sous condition une fusion s'il n'y a pas une démonstration de la théorie du dommage. Et c'est très compliqué de démontrer une théorie du dommage lorsque vous avez typiquement une start-up dont vous ne connaissez pas encore foncièrement les caractéristiques, les qualités. Vous voyez, il y a quand même cette idée, me semble-t-il, dans l'idée de notifier sous les seuils. On est quand même beaucoup dans le scénario du géant qui rachète la start-up. La start-up, elle est sur un produit innovant. Qui est capable de dire si ce produit innovant, il est de qualité, pas de qualité, et si jamais il est intégré à l'entreprise et que ça ne marche pas? Est-ce qu'on considérera ex post que c'est une killer acquisition? Oui, c'est assez compliqué. Donc je pense que soyons très prudents sur l'output de ce système
de notification, puisqu'il y a d'informations dans un premier temps, mais après il y aura sans doute des articles 22. Et à mon sens, il faut rester strictement dans le règlement 139/2004, qui est quand même très cadré. Il faut une théorie du dommage. Et aller démontrer une théorie du dommage sur un marché très nouveau, avec des acteurs qu'on ne connaît pas forcément, c'est quand même très compliqué. Je partage évidemment le fait que le juge de paix, c'est le règlement 139/2004. On ne peut pas analyser une concentration sous un autre prisme. Il n'en demeure pas moins que pour les opérateurs, des opérations qui n'étaient pas questionnables parce qu'elles étaient sous les seuils de concentration au niveau national ou européen, doivent désormais être creusées pour savoir si oui ou non il y a un risque d'article 22, donc de demande de la part d'une des autorités. Ça veut dire qu'en amont, les conseils, les équipes concurrence des entreprises doivent aussi vérifier ce point. Y a-t-il un risque que l'autorité se saisisse ? Je ne suis pas nécessairement à dire que le résultat de l'analyse sera catastrophique, mais cette simple démarche dans un processus de transaction est absolument catastrophique parce que vous avez une imprévision. Que va-t-il se passer du côté du vendeur ? Est-ce que le vendeur dit « Oh là là, là, il y a quand même un risque potentiel que la commission se saisisse du dossier, alors que j'ai par ailleurs 2 acquéreurs qui ne posent pas de problème en matière de concurrence pour le coup, parce que je ne sais pas quoi, on a un fonds d'investissement ou des opérateurs qui ne sont pas du tout présents sur le marché. Ça va évidemment induire un choix qui est biaisé. Alors même que peut-être, d'un point de vue industriel, il serait plus rationnel de vendre à un opérateur qui est déjà, sur ce marché. Donc ça introduit un biais. Qui n'est pas forcément le même dans d'autres pays, et c'est quand même assez problématique dans l'analyse des opérations de concentration. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire supporter aux entreprises l'absence de moyens des autorités de concurrence? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'introduire un espèce de seuil alternatif auquel on aurait pu réfléchir? Il y a des seuils pour traiter les killer acquisitions en Allemagne, par exemple, ou au UK. Ce sont des seuils en taille d'entreprise. Aux États-Unis, le size test permet aux autorités de concurrence d'apprécier des opérations pour viser justement cette idée-là, c'est-à-dire quand le chiffre d'affaires ne reflète pas vraiment l'activité de l'entreprise. On sait qu'en Europe, on a des critères uniquement en termes de chiffre d'affaires. Il y a un seuil alternatif qui est la value de l'opération, comme en Allemagne. Et donc, on aurait pu dire, ce qui est le cas des grandes opérations des GAFA, en général, elles n'achètent pas à 10 centimes une affaire, une entreprise qui a un faible chiffre d'affaires. C'est la valorisation de cette entreprise qui déclenche les radars. Et donc, quand on paye 500 millions une entreprise qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, effectivement, il y a un test pour ça. Donc, on aurait très bien pu introduire un test, avoir de la sécurité juridique, imaginer un système de notification, le cas échéant de notification facultative, avec une période assez courte d'autorisation tacite. Enfin bref, on peut réfléchir à des mécanismes, mais là on fait supporter d'une certaine façon aux entreprises l'analyse préliminaire de ce risque, alors que les autorités de concurrence auraient pu se doter de ce système. Certes, il y aurait eu davantage de notifications, j'en disconviens pas, et les effectifs sont déjà très tendus au niveau des autorités de concurrence, mais on a utilisé finalement on a utilisé le mauvais outil pour régler un problème de moyens au sein des autorités de concurrence. Alors vous dites qu'on n'a pas utilisé Pour rebondir là-dessus, pour être aussi honnête, le problème est difficile. Toutes les autorités de concurrence mondiale se posent la question, personne n'a trouvé de solution miracle. En Allemagne, ils avaient essayé dans certains domaines de baisser les seuils définis en termes de chiffre d'affaires. Ils s'apercevaient que du coup, ils récupéraient tout, dont des opérations qui ne posaient pas de problème. Après, on peut définir les seuils en termes de valeur de transaction. Enfin, si vous mettez une valeur limite, vous allez aussi limiter le prix. Donc vous allez avoir un impact direct sur le prix offert à la cible de l'acquisition. Donc c'est une autre distorsion. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, et encore une fois, on ne serait pas dans ce problème un peu difficile à résoudre si on n'avait pas laissé un certain nombre de gens du numérique devenir si dominants sur leur marché. Donc une fois qu'on est, mais bon, ça ce qui est fait est fait. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un monde où de toute façon, il faudra qu'on innove d'une certaine manière sur la régulation et que ce faisant, on fera des erreurs et qu'il n'y a pas de solution qui est parfaite. Donc il est aussi vrai que les régulateurs font face à un problème qui est très difficile. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette tout notre. Qu'on choisisse seulement une solution. Je pense que la seule manière viable à moyen terme, c'est d'essayer plusieurs trucs et de voir ce qui marche et probablement de combiner un peu.
pense que la valorisation, ça va forcément partie de la boîte à outils. Ça ne va pas être le seul non plus. Alors à propos d'autres solutions et de combinaisons de solutions, la Commission européenne a proposé l'année dernière un projet de règlement qui est en ce moment en discussion en trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil sur les grandes plateformes numériques. Vous avez évoqué ces grandes plateformes numériques qu'on a laissées grandir. C'est un règlement d'application générale et inconditionnelle, à l'inverse de mesures au cas par cas. Est-ce vraiment efficace sur le plan économique pour régler les questions relatives au numérique? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut essayer, mais je pense qu'on ne sait pas dire aujourd'hui si ça sera la solution miracle. Mais il faut bien voir que personne ne l'a trouvé. Les États-Unis ont refusé de faire quoi que ce soit sur le numérique pendant longtemps, en partie parce que le pouvoir de lobbying des GAFAM était énorme. Ce qui fait qu'ils ont réussi en gros à faire ce qu'ils voulaient pendant 10 ou 15 ans, avec quand même des paradoxes. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle Google a pu se développer, c'est parce qu'on sortait du procès Microsoft. Donc à la fin des années 90, Microsoft, donc c'était il faut revenir un tout petit peu en arrière, c'était Microsoft et le système d'opération Windows. Son concurrent c'était Netscape, qui faisait le navigateur Internet. Et qui faisait peur à Microsoft, qui du coup s'est mis à attacher son propre navigateur pour tuer Netscape. Donc les gens n'avaient plus le choix en fait. Ils étaient obligés, en prenant Windows, de prendre en même temps le navigateur Microsoft. C'était un des exemples. En fait, les comportements de Microsoft étaient extrêmement agressifs dans plein de domaines en même temps. Le procès contre Microsoft a mis un coup d'arrêt à un certain nombre de ces comportements. Et c'est entre autres ça qui a ouvert la voie à la naissance de Google, qui n'a pas eu à soucier de Microsoft, et ça lui a donné 5 ans pour se développer. Donc je veux dire, c'est que la raison pour laquelle on a des géants du numérique aujourd'hui, c'est aussi parce que quand ils étaient petits, ils étaient dans un monde concurrentiel. Et c'était vrai pour Microsoft aussi. La seule différence, c'est que maintenant, 15 ans après, c'est eux qui sont devenus les géants et qui font tout ce qu'ils peuvent pour tuer l'écosystème qui leur a permis de grandir en premier. C'est pas nouveau, je dis, ça a toujours été comme ça, les entreprises l'ont toujours fait, c'est pas un problème nouveau. Le problème nouveau, c'est qu'on a quand même mis très très longtemps à faire quoi que ce soit aux États-Unis. Du coup, en Europe, nous, on n'a pas ces entreprises-là à la maison, on ne les contrôle pas directement, et on essaye de pallier un certain nombre de déficiences du modèle américain. Sachant que c'est un domaine dans le numérique où certaines parties, pas toutes je veux dire, mais certaines parties ont quand même des rendements d'échelle, enfin tout ce qui touche un tout petit peu à l'utilisation systématique des données par l'intelligence artificielle, c'est quand même un des domaines où les effets d'échelle sont assez forts, au début en tout cas. Et donc du coup, que les Américains aient permis à ces géants de se développer, ça tue un peu la possibilité pour les Européens de faire la même chose. Donc je pense que ça c'est le cadre dans lequel on navigue aujourd'hui. Donc je pense que les Européens de toute façon devaient faire quelque chose, devaient se donner des instruments propres sur le numérique. Est-ce que le DMA, pour lequel je suis en faveur de ça, est-ce que ça sera la solution miracle? Non, mais si on n'essaye pas, on n'apprendra jamais. Donc je pense qu'il faut essayer, apprendre de ses erreurs. Mais pour moi, le gros point d'interrogation, pour finir là-dessus, c'est quand même dans quelle mesure la coopération entre l'Europe et les États-Unis sera effective là-dessus. Parce que ce que je vois aux États-Unis, c'est beaucoup de bruit pour rien pour l'instant, sur ces domaines-là quand même. Donc on parlait effectivement du DMA, dire que finalement c'est un essai et qu'il faut toujours donner sa chance. Néanmoins, on a en Europe, et particulièrement en France, d'autres moyens. La Commission européenne a toujours été frileuse à l'égard des mesures conservatoires, contrairement notamment à l'autorité de la concurrence. On se souvient de la récente affaire Google. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une meilleure solution en développant les mesures conservatoires au niveau européen? Juste entre les deux questions, finalement, parce que c'est utile de réfléchir à la base juridique du DMA. Le DMA, c'est quoi? C'est la possibilité d'attraper un certain nombre d'infractions qui sont relativement classiques, hein, le DMA n'invente rien, mais de les accrocher à un bloc de contrôle, en quelque sorte, qui ne soit pas la position dominante de l'entreprise, puisque l'ensemble des comportements décrits, je crois qu'il y en a 18, hein, les comportements noirs, les comportements gris, enfin bref, dans le projet actuellement discuté devant le Parlement européen,
ces comportements-là sont relativement classiques en matière d'abus de position dominante. Ici, l'idée est de faire reposer la notion, non pas de dominance, mais une notion de puissance. Cette puissance, elle se traduit par le chiffre d'affaires de l'entreprise en cause, elle se traduit par le nombre de consommateurs quotidiens, enfin bref. Et donc, par la puissance économique, en réalité, la puissance de réseau notamment, plutôt que par une part de marché sur un marché déterminé. Et donc, moi, ce qui me choque ici, dans cet outil de DMA, c'est un outil de régulation asymétrique en réalité. C'est pas plus que ça. On connaît en France des autorités de régulation, l'ARCEP notamment, qui fait de la régulation asymétrique pour pouvoir compenser les avantages obtenus par l'opérateur historique à l'époque vis-à-vis de ses concurrents qui sont arrivés plus tard ou vis-à-vis des plus petits opérateurs. Mais donc c'est de la régulation, c'est plus du droit de la concurrence. Or, les sanctions qui sont prévues en cas de violation d'un des comportements prévus par le DMA, ces sanctions sont extrêmement lourdes. D'abord, les pouvoirs de la Commission sont les mêmes que ceux qui existent en matière d'entente ou d'abus de position dominante. Et victime de la surenchère des gouvernements, le Parlement européen est en train d'alourdir encore le type de sanctions, d'ailleurs en introduisant un minimum de sanctions, parce que vous savez que le droit de la concurrence, pour ce type de comportement, c'est entre 0 et 10%, très rarement, ou même quasiment jamais à 10%. Ici, le Parlement, dans un des amendements récents, a voté l'idée d'avoir un minimum de 4%. Ça rappelle les peines planchées dans les discours de certains candidats à l'élection présidentielle. Donc il y aurait une peine planchée qui serait de 4% et on pourrait monter non pas à 10 mais à 20%. Par conséquent, c'était extrêmement inquiétant finalement. Vous voyez, quand on regarde en perspective, c'est intéressant, quand on regarde en perspective l'article 22, absence de sécurité juridique, DMA, pas de base juridique connue en droit de la concurrence, c'est-à-dire pas d'entente, pas de marché pertinent, pas d'abus de position dominante, mais une puissance financière, on aboutit quand même à quelque chose qui, pour pouvoir lutter contre un certain nombre d'acteurs, à un moment où finalement on se dit « oh là là, c'est un peu tard », mais aux États-Unis, il n'y a pas eu non plus d'outil de régulation qui ait permis de casser ce développement-là, on en arrive à appliquer des schémas qui, sur le plan juridique, sont assez quand même tordus. Emmanuel Combe, sur ce DMA. Sur le DMA, moi, je reviens toujours à l'idée de base, hein, un objectif, un instrument. L'objectif du droit de la concurrence, je laisse de côté le contrôle des concentrations qui est un peu spécifique, c'est essentiellement l'antitrust, c'est lutter contre des pratiques anti-concurrentielles. Or, il me semble que le DMA adresse d'autres choses. Et Jacques Philippe l'a très bien dit, ce n'est pas du droit de la concurrence. C'est pas du droit de la concurrence. Ça ressemble au droit de la concurrence par les outils. Ça ressemble au droit de la concurrence quand on regarde la liste des interdictions. En effet, ce sont des cas qui ont été assez éprouvés en jurisprudence. Pas tous, hein, celui sur le self-preferencing, on a Google Shopping et on a aujourd'hui une notification de grief envoyée, je crois, à Amazon. Mais pour l'essentiel, ce sont des pratiques qui ont été éprouvées en droit de la concurrence. Mais quel est l'objectif du DMA? Et c'est important, un instrument, un objectif. Pour moi, c'est très important ensuite, quand on va discuter de l'intersection du risque de conflit entre politique de la concurrence et DMA. Le DMA, pour moi, il vient adresser deux sujets qui ne sont pas adressés par le droit de la concurrence. Le premier sujet, c'est la contestabilité du marché. Contestabilité du marché, alors ça veut dire quoi? Très simplement, la difficulté aujourd'hui de rentrer sur ces marchés compte tenu des positions dominantes durables dans le temps. Il me semble que c'est ça la spécificité du numérique. Les positions dominantes, on l'a dit tout à l'heure, c'est même plutôt parfois une bonne chose. Hein. Attention, la position dominante n'est pas condamnée, hein, c'est l'abus. Hein. Là, ce qui caractérise ces marchés, c'est qu'on a des positions dominantes qui sont quasiment des forteresses imprenables. Donc c'est la durée. Or, pour remettre un petit peu de liberté, un petit peu de possibilité, un petit peu de potentialité, il faut que les nouveaux entrants, quelle que soit leur qualité, puissent au moins tenter leur chance. L'objet du droit de la concurrence n'est pas la contestabilité du marché. Ça, c'est de la régulation. C'est de la régulation, premièrement. Le second objectif du DMA, c'est la question de l'équité. Quand vous êtes dans un écosystème, alors vous êtes libre d'entrer ou pas dans l'écosystème, mais une fois que vous êtes rentré dans l'écosystème, c'est assez difficile d'en sortir. D'accord ? Donc on pourrait dire qu'il y a de la concurrence ex ante, hein. J'ai le choix entre l'univers l'univers Android et l'univers Apple, mais une fois que je suis rentré dedans, c'est quand même compliqué d'en sortir. Et donc on peut avoir des situations de déséquilibre
des relations entre la plateforme et les utilisateurs, quelles qu'elles soient, entreprises comme consommateurs. À nouveau, ça n'est pas l'objet principal du droit de la concurrence. Alors je dis principal parce qu'en fait, on peut traiter ça en droit de la concurrence, notamment sous l'angle de ce qu'on appelle, alors je ne vais pas être trop technique, l'abus d'exploitation. Qu'est-ce que c'est qu'un abus d'exploitation? C'est un peu Google droit voisin. C'est je tire parti de ma position pour avoir un comportement qui va être jugé unfair. Mais à titre principal, ça n'est pas l'objet du droit de la concurrence. Donc moi, je suis assez zen par rapport à ça. Pour moi, le DMA, il vient répondre à une réalité nouvelle, à mon sens jamais vue dans l'histoire contemporaine, qui est le fait qu'on a des positions dominantes qui sont très rapides, très durables, et qu'il faut remettre un peu de contestabilité et un peu d'équité. Et c'est bien l'objectif même du DMA. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas potentiellement des zones de conflit ou de friction avec le droit de la concurrence. Je ne veux pas être trop long, mais typiquement, ce sont quand même les mêmes entreprises qui vont être visées, quasiment les mêmes, et parfois même les mêmes pratiques. Si j'ai une pratique de self-preferencing, donc a priori je vais la traiter par le DMA, mais actuellement elle est également traitée à la Commission par le droit de la concurrence, qu'est-ce qu'on fait? Non bis in idem. On ne va pas traiter, condamner une entreprise sur deux fondements différents. D'ailleurs, le fondement du DMA, je crois que c'est l'article 114, marché intérieur. Oui, rapprochement des législations. Voilà, donc on ne peut pas. Donc il y aura un problème de coordination interne au sein de la Commission. Il y aura un problème de coordination entre la Commission et les autorités nationales de concurrence. Si une autorité nationale de concurrence traite un cas assez similaire à celui qui est traité par le DMA, comment ça va se passer? Alors vous le savez, normalement il est prévu que le réseau européen de concurrence soit l'instance de coordination et d'information, mais c'est vraiment sur cette coordination que va se jouer, à mon avis, le sujet. Mais personnellement, l'autorité n'a pas vraiment de problème avec le DMA. Je trouve que le DMA vient adresser une problématique spécifique. Et Jacques Philippe l'a très bien dit, c'est de la régulation ex ante. Parce qu'en réalité, on vous demande quoi? On vous dit, voilà, il y a une liste d'obligations ou d'interdictions. Vous devez vous y conformer. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de définition de marché pertinent, ça n'est plus nécessaire. Pas nécessaire non plus d'évaluer votre position dominante, ni encore moins de constater un abus. La sanction sera quoi? Ça sera la sanction de la violation de l'obligation. Et Jacques Philippe a raison, pour le coup, c'est assez intéressant de constater que les instruments qui sont mobilisés sont en réalité ceux du droit de la concurrence. Et je partage d'ailleurs le point de vue de Jacques Philippe sur l'idée d'un plancher. C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien d'un point de vue purement théorique comment peut-on mettre un plancher à une sanction. On peut mettre un plafond. C'est un principe de sécurité juridique qui n'est d'ailleurs jamais atteint. On ne met jamais 10% du chiffre d'affaires, même pour des géants du numérique. Mais l'idée de mettre un plancher, je partage le point de vue de Jacques Philippe, je pense que c'est quelque chose d'assez dangereux. Voilà, mais pour résumer, le DMA vient adresser pour moi une réalité économique nouvelle et il n'adresse pas les mêmes sujets que le droit de la concurrence. C'est vrai, mais juste pour deux éléments de contexte. Le premier, c'est si vous regardez l'histoire de l'antitrust américain et notamment pendant les années 60-70, ils étaient assez activistes. Et à partir des années 70, il y a une sorte de réaction qui est notamment portée par l'école de Chicago, qui se porte d'ailleurs aussi en partie sur le contrôle des concentrations. Et un des arguments de l'école de Chicago, pour dire que le régulateur n'a rien besoin de faire, en gros, c'est précisément la contestabilité. C'est-à-dire leur argument fondamental, c'est de dire vous n'avez pas besoin de vous soucier de concentration, parce que si elle est excessive, le marché restant par nature contestable, le problème se résoudra de lui-même d'ici 4 ou 5 ans. Et ce qu'on a vu en pratique dans les données, c'est justement la perte de contestabilité des données. Et donc ça, c'est un truc que je regarde dans le bouquin. Donc le taux de renouvellement des entreprises a baissé aux États-Unis. C'est-à-dire que typiquement, si vous prenez les industries américaines, vous regardez le top 5 de chaque industrie, il y avait 30% qui tournaient tous les 5 ans. Donc si vous étiez un des top 5 de votre industrie, vous avez 30% de chance de 5 ans après de puis être. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Et c'est vrai aussi dans le numérique. Le truc qui est frappant, c'est Facebook et Google, ça fait très très longtemps qu'ils dominent leur marché respectif et ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu un nouveau concurrent. Ça, c'est nouveau dans le capitalisme américain. Donc en fait, la perte de contestabilité, c'est quand même le problème fondamental. Et la tension, là je partage parfaitement les analyses, la tension qu'on voit ici, c'est qu'on ne sait pas comment adresser ce problème. Et donc du coup, on est littéralement assis entre deux chaises, entre le droit de la concurrence et la régulation. Jacques Philippe. Moi, je crois que je trouve vraiment la discussion passionnante. Je trouve que, sans vouloir faire une phrase de conclusion, le droit de la concurrence, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est à bout de souffle. Il est à bout de souffle en matière de concentration. Les seuils qui ont été définis, les outils qui ont été définis en 1990, c'est-à-dire on définit la puissance des entreprises pour la contrôlabilité en fonction de leur chiffre d'affaires. En Europe,
dans les différents pays, les seuils des 2/3 dans un seul et même pays, etc. Tout ça, finalement, ça n'est plus suffisant, puisqu'on se rend compte qu'on peut acquérir une position de force en achetant une entreprise qui n'a quasiment pas de chiffre d'affaires. Le DMA, c'est la même chose que l'article 22. Le DMA est au droit classique de la concurrence, entente, abus de position dominante, ce que l'article 22 est au contrôle des concentrations en réalité. Le DMA, c'est en gros comment attaquer une position des entreprises, un comportement d'entreprise, sans qu'il y ait au préalable de définition de position dominante. Qu'il y ait des sanctions contre les acteurs en position dominante, évidemment, c'est très bien, si les faits sont caractérisés, etc. Mais il y a des outils pour ça. On dira un mot tout à l'heure, les mesures conservatoires contre Google devant l'autorité française, voilà, c'est un cas qui a très bien fonctionné, c'est rapide, c'est efficace, etc. Bref, Broadcom en mesures conservatoires devant la Commission européenne, tout ça, ça a fonctionné. La Commission s'est remise à traiter des mesures conservatoires, des mesures provisoires. Donc tout ça a fonctionné. Mais à partir d'un constat qui est, il y a une position dominante sur un marché, il y a eu un abus sur ce marché. Ici, ce qui est critiquable, c'est qu'on applique le même set de règles contraignantes de perquisition, pouvoir d'enquête, d'amende, etc., alors même que ce constat préalable d'une position dominante n'a pas été effectué. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que ce ne sont pas les bons outils qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une voie sur la façon dont on examine les marchés pertinents ? Il y a eu une possibilité de discussion au niveau de la Commission, puisque il y a une révision de la communication sur les marchés pertinents. Il n'en est pas ressorti grand-chose. Aux États-Unis, le marché pertinent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'appréciation d'un comportement concurrentiel, en tous les cas pas dans ces années-là, pendant les années 80, 90, etc. En Europe, dans le système de droit communautaire, c'est évidemment la clé de détermination d'un facteur de puissance. Or, on ne découvre les contours d'un marché pertinent qu'à l'occasion de décisions. Et encore, quand vous avez une décision en matière d'entente notamment en matière d'entente, on viendra vous dire, parfois en matière de position dominante, on viendra vous dire, lorsque vous êtes sous la casquette concentration, que, ah non, attendez, ce n'est pas tout à fait la même façon de regarder le marché. On regarde en matière de concentration différemment. Mais tant qu'une affaire n'a pas été présentée à une autorité de concurrence et qu'on est sur des nouveaux marchés, bon, on est dans l'inconnu. Est-ce qu'il n'y a pas une façon un peu plus pragmatique, comme les autorités de régulation le font en France, par exemple, l'ARCEP publie régulièrement son analyse sur un certain nombre de marchés. Est-ce que les marchés ont évolué? Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs? Est-ce qu'il y a des nouvelles technos, etc., etc. Pourquoi on ne fait pas quelque chose de plus dynamique en matière de concurrence, avec des analyses de marché pertinents qui se feraient, je ne sais pas, des cycles tous les 2 ans, tous les 3 ans. On vérifierait si les données d'il y a 3 ans sont toujours les mêmes, est-ce que le marché est plus contestable ou pas. Là aussi, il y a peut-être un problème de moyens pour traiter ça. Mais vous vous rendez compte qu'on est obligé de bâtir un édifice juridique autour du DMA pour pouvoir compenser d'une certaine façon le fait qu'on n'arrive pas à attraper un certain nombre de comportements parce que, avec les règles classiques du marché pertinent telles qu'elles existent aujourd'hui ou des facilités essentielles, on n'arrive pas à appréhender ces comportements. Emmanuel Combe. Non, je ne crois pas que le droit de la concurrence soit dépassé. Par contre, là où je rejoins Jacques Philippe, c'est qu'il est insuffisant sur le numérique. Et notamment dans le numérique, il y a quand même une spécificité, c'est la rapidité. La rapidité du basculement du marché, du fait que les positions dominantes vont très vite. Et ça renvoie au problème des mesures conservatoires, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, sans entrer dans la technique. Pour le coup, en Europe, vous le savez, les mesures conservatoires sont très difficiles à mobiliser parce que le standard de preuve est extrêmement élevé. De mémoire, je crois qu'il a été utilisé une seule fois dans une affaire récente en 2019. Alors qu'en France, je ne vais pas faire l'autopromotion de l'autorité de la concurrence, mais il me semble qu'on a démontré, on a démontré dans Google Droit Voisin notamment, qu'on pouvait agir extrêmement rapidement et surtout de manière extrêmement efficace. Parce qu'au-delà de la sanction, c'est surtout les injonctions faites à Google de négocier et de parvenir à un accord qui reflète les caractéristiques des différents acteurs. Donc je crois qu'en réalité, le DMA, il vient aussi adresser cette spécificité de la rapidité. Et comment on le règle? On le règle par une régulation ante, parce que le temps de l'instruction est souvent très très long. Regardez Google Shopping, c'est un cas qui est bien connu. Je crois que l'affaire a dû commencer en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, ça a mis plusieurs années. Donc, je ne dirais pas que le droit de la concurrence est dépassé, bien au contraire. Et je rejoins pour le coup Jacques Philippe, je pense qu'il est capable d'évoluer. Justement, la grande force du droit de la concurrence, c'est sa plasticité.
Alors plasticité, ça ne veut pas dire improvisation, hein. Mais typiquement, la notion de marché pertinent, elle peut être adaptée en fonction de l'évolution des caractéristiques du secteur, notamment des marchés bifaces. La prise en compte des données, hein, peut faire partie de la définition de la position dominante, alors qu'on ne prenait pas forcément en compte auparavant. Donc vous voyez, le droit de la concurrence est capable, je crois, de s'adapter. Après, est-ce qu'il est assez rapide? Visiblement, en Europe, le constat a été fait qu'il ne l'était pas, sinon on n'aurait pas fait le DMA. Et je crois que le DMA, il vient bien répondre à cette idée, à défaut d'intervenir ex post, eh bien, régulons ex ante. Mais je pense que le droit de la concurrence continuera à s'appliquer. D'abord, le DMA ne s'adresse qu'au numérique. L'économie ne se résume pas au numérique, premièrement. Et secondement, même dans le numérique, il y aura toujours des cas. Il y aura toujours des cas de droit de la concurrence. Le vrai sujet, c'est comment va-t-on choisir entre une approche DMA et une approche droit de la concurrence lorsqu'on est face à une entreprise qui a, entre guillemets, mis en œuvre une pratique. Est-ce qu'on l'aborde sous l'angle du droit de la concurrence? Est-ce qu'on l'aborde sous l'angle du DMA? C'est ça le vrai sujet. Et ça s'appelle de la coordination. Merci beaucoup. Pour ouvrir la discussion et ouvrir vers la conclusion, on va revenir vers des questions de politique commerciale européenne. La Commission européenne a dévoilé en avril dernier une proposition de règlement actuellement en cours d'examen au Conseil et au Parlement afin de doter l'Union européenne d'un outil de contrôle des aides d'État accordées par des pays étrangers. On pense bien évidemment à la Chine ou aux États-Unis. Alors, s'agit-il d'un retour en force du protectionnisme, Thomas Philippon? Un petit peu, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Là où je suis d'accord avec ce que disait Jacques Leguy avant, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Le point, à mon avis, le plus fondamental, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence entre maintenir la concurrence sur le marché unique européen et être naïf vis-à-vis des autres blocs commerciaux. On peut très bien avoir deux positions différentes. Moi, je suis pour la concurrence pure et parfaite en Europe. J'exagère un petit peu, pour caricaturer. Et je suis pour qu'on soit assez agressif sur la politique commerciale, parce que un certain nombre d'acteurs ne jouent pas le jeu de manière honnête. Donc, les marchés publics, l'accès aux marchés publics, la réciprocité, les subventions cachées aux entreprises qui après viennent faire la concurrence en Europe, tout ça, c'est des sujets sur lesquels l'Europe doit être plus agressive. Alors ça pose des difficultés politiques parce que les Européens sont plutôt désunis, ont traditionnellement été assez désunis sur ces sujets-là, notamment parce que d'un point de vue allemand, l'objectif numéro un, c'est de maintenir les parts de l'Allemagne à l'exportation. Et donc ils ont beaucoup peur si on prend des décisions trop agressives en Europe, du retour de bâton à l'étranger pour leurs entreprises qui exportent. Ce qui est parfaitement compréhensible. Mais ça a été un frein à un certain nombre d'actions en Europe. Sauf que depuis, quand même, on a vu que les problèmes ont plutôt augmenté. Et donc, le consensus a un peu changé en Europe de ce point de vue-là. Donc, je pense que c'est très important. Et c'est surtout très important vis-à-vis des citoyens européens. C'est-à-dire, quand vous expliquez aux gens pourquoi la concurrence, c'est bon, ça fait baisser les prix. Donc, les consommateurs sont contents. Mais ce n'est pas que ça fait augmenter les salaires. La concurrence, c'est bon pour l'emploi. Okay, mais ça c'est pas du tout l'intuition que les gens ont. Et en fait, c'est parce que souvent, ils pensent, quand on dit concurrence, ils pensent immédiatement une entreprise chinoise qui vient attaquer les marchés européens. Dans ce cadre-là, si c'est la concurrence internationale pour le commerce, l'échange de biens et services, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que la concurrence de ce point de vue-là fasse augmenter les salaires et l'emploi en Europe. La concurrence au sein du marché européen, c'est bon pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. C'est bon pour les consommateurs, c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour les salaires et c'est bon pour l'emploi. Mais la même chose n'est pas vraie quand on parle de concurrence internationale. Et donc, séparer les deux, c'est important d'un point de vue politique, pour que les citoyens comprennent ce qu'on fait. Et c'est aussi important d'un point de vue de la souveraineté européenne. Ça se pose dans tous les domaines. Ça se pose sur l'accès au marché public. Ça se posera évidemment encore plus au moment de ce qu'on commence maintenant, c'est la transition écologique. C'est-à-dire la taxe carbone aux frontières. C'est fondamentalement aussi un problème qui met en jeu la politique commerciale, la souveraineté et le protectionnisme. Même si le but de la taxe carbone n'est pas le protectionnisme, un des dangers ou un des effets induits peut être le protectionnisme. Et donc ces négociations-là avec les Chinois et les Américains vont aussi être très difficiles à cause de ça. Emmanuel Combes, cette proposition de règlement, est-ce la pièce manquante du puzzle de la politique de concurrence? Moi, je suis complètement sur la ligne de Thomas. Je reprends toujours mon idée. Nous avons une politique de la concurrence perfectible et qui marche plutôt pas mal pour les objectifs qu'elle doit s'assigner. Nous avons une politique industrielle qui est en train de naître grâce à Thierry Breton avec les PIEC, les grands programmes. Bravo, il faut en faire beaucoup plus. Mettre de la concurrence d'ailleurs dans la politique industrielle.
La concurrence devient un moyen de la politique industrielle. Et troisièmement, troisième pilier, l'Europe, elle doit avoir ces 3 piliers. Et le troisième pilier, mais indispensable, ce n'est pas du protectionnisme. Quand on lutte contre la concurrence déloyale, ce n'est pas du protectionnisme. On ne peut pas, d'un côté, dire à nos entreprises en Europe non aux aides d'État, distorsives de concurrence, et puis accepter que des concurrents chinois ou autres, puissent être subventionnés sur leur marché pour ensuite nous livrer une concurrence déloyale. Donc, mais j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Et ce n'est pas du tout contradictoire, c'est complémentaire. En réalité, il faut avoir une politique de défense commerciale très dure. Pour lutter contre les subventions étrangères qui vont permettre soit de distordre la concurrence sur nos marchés publics à l'intérieur de l'Europe, ou à procéder à des fusions-acquisitions qui sont potentiellement distorsives de concurrence, mais c'est aussi lutter contre le dumping. Vous le savez, l'Europe a renforcé en 2018 son anti-dumping. On était plus royaliste que le roi. C'est-à-dire, on allait au-delà des règles imposées par l'OMC. Je l'ai écrit dans une note Fondapol avec Antoine Michon et Paul-Adrien Hippolyte. Et on trouve que l'Europe, c'est assez normal. Quand vous êtes victime de dumping, vous devez mobiliser les instruments anti-dumping, comme le font les autres pays. Et puis troisièmement, il faut renforcer également le contrôle des investissements directs étrangers. Attention, dès lors qu'ils sont de nature à porter atteinte à notre souveraineté, à notre sécurité, entendue au sens strict. Donc tout ce qui est stratégique, militaire, etc. Donc j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, l'Europe, en fait, elle ne souffre pas d'un excès de politique de la concurrence, elle souffre d'un manque de politique industrielle depuis 40 ans et d'un manque de défense commerciale. Ayons les 3. Mais que chacun soit dans son rôle. Vous voyez, et je trouve qu'au fond, on retombe sur des idées économiques assez simples. Un objectif, un instrument. Mais ne demandons pas à la politique de la concurrence de faire de la défense commerciale et ne demandons pas à la défense commerciale de faire de la politique industrielle. Il y a 3 instruments vraiment différents. En réalité, moi, ça sera un peu le message que j'aimerais faire passer, ne désarmons pas notre politique de la concurrence, renforçons notre politique industrielle. Et bravo à tout ce qu'on fait aujourd'hui, notamment sur les semi-conducteurs, les politiques de rattrapage technologique, de rupture. L'un n'empêche pas l'autre. Et ne faisons pas porter à la politique de la concurrence le poids de nos insuffisances, il faut le dire, depuis 40 ans. Notre insuffisance en investissement dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, dans la R&D. D'accord ? Donc en réalité, pour répondre très clairement à votre question, moi je trouve que c'est plutôt bienvenu. Et Thomas a raison. Au-delà de l'idée économique, c'est normal de se protéger contre la concurrence déloyale. C'est un enjeu politique fondamental. On ne peut pas dire aux citoyens européens, la concurrence c'est génial. Ils vont vous objecter, mais attendez, je ne comprends pas, on est victime d'importations qui sont elles-mêmes subventionnées, etc. Il faut être cohérent. On s'impose de la concurrence à nous-mêmes, pas parce qu'on est les idiots du village mondial, on s'impose de la concurrence parce qu'on a bien compris les bienfaits de la concurrence. Mais pour autant, si les autres ne jouent pas les règles du jeu que nous, on s'impose à nous-mêmes, alors mettons de la protection, ou en tout cas de la défense commerciale. Jacques-Philippe Guinter. Je suis d'accord avec Thomas et Emmanuel là-dessus. Ce projet de règlement, c'est une étape importante. Elle est motivée par les discussions qui ont suivi l'interdiction de l'opération Siemens-Alstom. Et la France, pour le coup, la France et l'Allemagne ont joué un rôle assez prépondérant. Je pense en particulier à le rapport de l'inspection des finances mission conduite par Anne Perrault, ancienne vice-présidente de l'autorité. Le discours qui a été tenu dans cette contribution, c'est il faut arrêter cette forme de naïveté, il faut réagir et il faut essayer d'organiser. Et donc il n'y a pas d'incompatibilité, on peut très bien respecter le droit de la concurrence en Europe et instaurer une règle du jeu qui fasse que désormais les entreprises qui bénéficient de subventions à l'extérieur du territoire européen soient soumises à une procédure de notification qui se superpose à la procédure de contrôle des concentrations si elles ont reçu plus de 50 millions d'euros en relation avec une opération ou un marché, le marché sur lequel elles vont faire une opération en Europe. Et on sait qu'il y a évidemment beaucoup d'acquisitions d'entreprises étrangères, on l'a dit tout à l'heure, 50% des actifs provenant de concentration sont achetés par des entreprises étrangères. Donc ça va évidemment dans le bon sens. Ça doit être aussi lu en combinaison avec cette volonté d'asseoir un peu plus de politique industrielle. Je rejoins tout à fait Emmanuel. C'est à la fois dans le plan Macron 2030, où il y a quand même un certain nombre de secteurs qui sont visés. C'est les projets d'intérêt économique européens, les PIEC. C'est aussi l'assouplissement récent des aides à finalité régionale en prenant davantage en considération les priorités liées au Green Deal européen. Donc tout ça, ça va évidemment dans le bon sens. Il y a parallèlement
aussi un texte européen qui cherche à harmoniser les politiques de contrôle des investissements étrangers dans les différents pays, puisqu'on a désormais un certain nombre de réglementations qui contrôlent les investissements étrangers. Il faut essayer d'harmoniser tout ça. Donc tout ça, c'est très bien. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin en regardant notamment ce qui se passe aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a un vrai outil de contrôle qui est le CFIUS. Et ce comité CFIUS contrôle les investissements étrangers. Alors avant Trump, c'était vraiment dans les secteurs stratégiques très pointus. C'est devenu aujourd'hui dans la pas quasi-totalité des secteurs, enfin dans un beaucoup plus grand nombre de secteurs, un outil de contrôle des investissements étrangers extrêmement puissant à la disposition des États-Unis. C'est le président lui-même qui prend la décision finale au-dessus de ce comité CFIUS. Il y a pas mal d'entreprises françaises qui ont dû concéder notamment de ne pas avoir la direction opérationnelle d'un certain nombre d'activités aux États-Unis parce que c'était imposé parce que le comité CFIUS avait indiqué que c'était incompatible, qu'il y avait des intérêts stratégiques aux États-Unis qui étaient menacés. Donc ça, c'est l'étape d'après, mais ça nécessiterait effectivement plus d'Europe, c'est-à-dire un pouvoir un peu plus centralisé sur ce type de décision, alors qu'aujourd'hui, chaque État est encore maître de son dispositif de contrôle des investissements étrangers. Donc c'est bien, ça va dans la bonne direction, mais quand on regarde ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis, on est encore un peu loin du compte. Mais on n'a pas forcément envie de... Le problème sous Trump, justement, c'est qu'il en a abusé de ce système. Et le danger existe aussi en Europe. Dire, les domaines stratégiques, c'est pas la grande distribution et les yaourts, quoi. Hein. Non, mais Vous faites référence à l'affaire Carrefour Couche-Tard. Oui, exactement. Et le danger, c'est que ces instruments-là sont après détournés de leur objectif principal. Mais ceci dit, là-dessus, moi, je pense que l'Europe, fondamentalement, aura moins tendance à faire ça parce qu'à 27, on fera moins ce genre de bêtises. Définir un truc stratégique en France, ça peut dériver vers des sujets qui ne sont pas stratégiques. Alors, en Europe, ça ne se passera pas comme ça. Donc je pense qu'en fait, l'Europe a une vraie possibilité d'avoir un instrument comme ça, et je pense que l'Europe aura moins tendance à en abuser. Ça passerait donc par une refonte du règlement de 2019, règlement récent sur la coordination des États membres sur le contrôle des investissements étrangers. Merci messieurs, en tout cas pour cette discussion. Il va être temps d'y mettre fin. Les horloges ont parlé. Je vous remercie pour vos échanges riches. Et on remercie particulièrement le cabinet Latham & Watkins de nous avoir accueillis et Thomas Philippon d'être venu spécialement des États-Unis pour parler de son dernier livre. Donc je vous redonne le nom, Les gagnants de la concurrence, paru au Seuil. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. En tout cas, partagez cette vidéo. On vous retrouvera bientôt pour de nouveaux débats. Merci beaucoup.